Bonjour! Dans cette vidéo et dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la question de l'opinion publique. Nous allons notamment nous concentrer sur la question des sondages comme outil de mesure de l'opinion publique. Mais avant, je vous propose de faire un petit tour sur qu'est-ce que l'opinion publique et comment cette notion, telle qu'on l'entend aujourd'hui en tout cas, est apparue historiquement et comment est-ce qu'elle a évolué justement au cours du temps, notamment dans les sociétés occidentales. Allez, c'est parti! L'opinion publique, c'est une notion qu'on retrouve facilement dans le langage courant, notamment dans les médias. On pourrait être tenté de se dire que du coup c'est quelque chose d'assez évident, pourquoi pas, tiens, l'opinion publique c'est l'opinion du public, de la majorité des citoyennes et citoyens. En réalité, c'est pas aussi simple que ça. Ça mérite vraiment qu'on se pose la question, qu'est-ce que l'opinion publique? Et pour vous faire comprendre ça, on va passer par un petit exercice. Pour ce faire, on va prendre un exemple, celui des Gilets jaunes. Un événement, j'espère, encore assez récent pour qu'il reste bien frais dans vos mémoires. Si c'est pas le cas, petit retour en arrière. Donc on est en octobre 2018, le gouvernement décide d'augmenter les taxes sur le carburant dans une perspective de transition écologique. Cependant, une partie de la population considère que c'est une attaque contre le pouvoir d'achat, l'attaque de trop, une taxe qui est perçue comme injuste, ce qui donne naissance au mouvement des Gilets jaunes. Selon les chiffres de la police, aussi imparfaits soient-ils, les manifestations des Gilets jaunes ont réuni jusqu'à 300 000 personnes dans les rues. Le problème, c'est que puisqu'il n'y avait pas d'organisation bien structurée derrière, il a fallu du temps pour que un chiffre concurrent à celui de la police, alternatif à celui de la police, puisse apparaître. Donc on va dire maximum 300 000 personnes, même si ce chiffre est évidemment contestable. Donc là, vous avez jusqu'à 300 000 personnes qui descendent dans les rues pour protester contre la décision du gouvernement d'augmenter les taxes au carburant. Le gouvernement répond et affirme qu'il veut poursuivre la trajectoire prévue et ne pas reculer en gros face aux manifestants et aux manifestantes. Un éditorialiste sur les plateaux télé dit que les ronds-points sont le chaudron de la violence et condamne l'action des Gilets jaunes. Le gouvernement réagit ensuite en organisant un grand débat national où toutes les citoyennes et tous les citoyens peuvent venir s'exprimer sur les grandes orientations du gouvernement et des politiques à venir. Selon un sondage, 58% des Françaises et des Français soutiennent les Gilets jaunes, mais 56% pensent aussi que les Gilets jaunes devraient arrêter de manifester. Question, au milieu de tout ça, qui représente l'opinion publique? Les personnes qui descendent manifester dans la rue? Le gouvernement? Les médias? Un grand débat national? Ou les sondages? Vous avez peut-être, et vous avez, je l'espère en réalité, une opinion personnelle sur la question. Mais globalement, chacune de ces options peut être défendue correctement. Voilà, là vous avez des personnes qui descendent dans la rue pour exprimer leur opinion, qui représentent clairement une partie de la population. Mais quelle est l'étendue de cette partie de la population? 300 000 personnes, c'est pas grand-chose au vu des 67 millions de personnes qui vivent et habitent en France. Quelle est la part de la majorité silencieuse qui soutient le mouvement des Gilets jaunes? À côté de ça, vous avez un gouvernement, notamment un président de la République, qui a été élu par une majorité de Français et de Françaises. Mais vous avez aussi au premier tour une majorité d'électeurs et d'électrices qui n'ont pas voté pour lui, et au second tour, on peut toujours se poser la question, est-ce que le vote Macron était vraiment un vote Macron ou simplement un vote barrage au Front National? Le grand débat national était ouvert à tout le monde, mais dans quelle mesure est-ce que tout le monde a vraiment participé? Et est-ce que les personnes qui ont participé sont à nouveau vraiment représentatives de la population française? Pas sûr. En réalité, ce sont souvent des personnes qui sont déjà politisées, intéressées par la politique, et donc en fait des personnes qui sont plutôt issues d'un milieu favorisé et ou des retraités qui participent à ce genre d'action. La question des médias peut refléter un certain courant de l'opinion publique, mais difficile de mesurer dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment représentatif. Ah, alors on a les sondages. Là, on a des chiffres. Ça semble être précis, ça semble être scientifique. En réalité, c'est pas si simple que ça, et justement, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre, que utiliser les sondages comme mesure de l'opinion publique, qui permettrait de trancher par exemple entre différentes affirmations de l'opinion publique, entre les personnes qui manifestent, le gouvernement, les médias,
c'est pas un outil infaillible, c'est pas un outil impartial. Bien au contraire. Donc, on en vient avec une conclusion qui est peut-être un peu décevante, mais difficile de trancher qui représente l'opinion publique. Chacun et chacune a une opinion particulière, et aucune de ces opinions n'est fondamentalement supérieure, meilleure que les autres. Néanmoins, vous devez vous en douter, je ne vais pas vous laisser comme ça. On ne peut pas faire un chapitre sur l'opinion publique sans avoir une définition aussi vague, aussi large, aussi approximative soit-elle. Il faut qu'on ait quelque chose sur lequel fonder notre raisonnement. Voici la définition que je vous propose. L'opinion publique est l'ensemble des jugements auxquels la population est censée adhérer et qui doivent influencer les décisions du pouvoir politique. Je répète, l'opinion publique est l'ensemble des jugements auxquels la population est censée adhérer et qui doivent influencer les décisions du pouvoir politique. J'espère que cette définition vous convient. J'ai essayé d'y mettre vraiment tous les termes les plus pertinents dans ce qu'on conçoit de l'opinion publique. On a un ensemble de jugements, des opinions, ok, ça va, auxquels la population est censée adhérer. Ça, c'est pour le côté public. J'insiste d'ailleurs, je souligne le côté est censé adhérer. On considère que l'opinion publique représente l'opinion de la majorité des citoyennes et citoyens, mais difficile de déterminer de façon claire, précise et incontestable que c'est effectivement le cas. Sur chacune des visions d'opinion publique, que ce soit donc les élections, les sondages, les manifestations, les médias, etc., vous pouvez trouver des arguments qui vont montrer que, en effet, les opinions reflétées sont celles de la majorité de la population, mais aussi des arguments contraires. Enfin, un ensemble de jugements auxquels la population est censée adhérer et qui doivent influencer les décisions du pouvoir politique. On a clairement cet aspect, ce lien entre non seulement l'opinion de la majorité de la population, l'opinion de la population, et qui doit peser, influencer les décisions du gouvernement. Ça, c'est un aspect crucial, et c'est pour ça que cette question de l'opinion publique est aussi importante dans les démocraties contemporaines. Dans les démocraties contemporaines, le peuple est souverain. Donc, le gouvernement n'est que le représentant du peuple et doit agir en son nom dans le sens qui est désiré. Mais qu'est-ce que désire le peuple? Ça s'exprime à travers l'opinion publique. Et c'est là que justement on entre des débats. Qu'est-ce que l'opinion publique? Qu'est-ce que veut l'opinion publique? Et donc, quelle décision doit prendre le pouvoir politique? Et ça, on va mieux comprendre avec justement un petit rappel historique de comment est apparue et s'est construite cette notion d'opinion publique. Petite précision pour mes élèves. Pour les autres, c'est une parenthèse que vous pouvez sauter. Là, en l'occurrence, on était dans l'introduction jusque-là, donc il va falloir évidemment noter une problématique que je vous dirai en cours, et le titre du grand 1 que vous voyez apparaître là sous vos yeux. Après le titre du grand 1 vient naturellement celui du grand A. Pour voir comment est apparue l'opinion publique, on va d'abord commencer par une époque où l'opinion publique était d'abord en réalité l'opinion d'une élite, qui était censée être mieux informée que le reste de la population. On va commencer au XVIIIe siècle. En effet, avant cette époque, on pouvait considérer que, mais peut-être que des professeurs d'histoire me corrigeront, il n'y a absolument aucun problème à ce sujet, on pouvait considérer que le pouvoir politique n'avait pas besoin du soutien d'une opinion extérieure. Le pouvoir politique décidait que certes, vous pouvez avoir en réalité certaines autorités, certaines institutions qui pouvaient s'opposer à lui et dont il avait besoin d'avoir le soutien, que ce soit l'Église ou d'autres nobles, surtout dans un système féodal. Mais globalement, il n'y a pas cette idée qu'il existerait un public assez vaste, assez indéfini, qui aurait une opinion qui compterait pour influencer les décisions du pouvoir politique. Il y a des personnes précises, des institutions précises qui ont des opinions et du pouvoir que vous devez prendre en compte, mais pas cette idée de public, cette idée de population qu'il s'agirait de prendre en compte. Alors cependant, on reste quand même dans un contexte qui n'est pas démocratique, et l'opinion publique est alors comprise comme l'opinion d'une élite intellectuelle. Cette élite intellectuelle est notamment représentée par les nobles, les philosophes, les artistes, les bourgeois qui se réunissent dans des salons intellectuels pour discuter de philosophie, mais aussi de politique, et justement, à travers leurs sources,
à la fois leurs ressources politiques, quand il s'agit de nobles, économiques pour les bourgeois, mais de façon générale culturelle, intellectuelle, vont influencer le pouvoir politique. Le pouvoir politique va se sentir obligé progressivement, du fait du développement de la philosophie et des philosophes des Lumières, se sentir obligé de légitimer son action et ses décisions par rapport à une certaine théorie, à certains principes philosophiques. Dans ce cas, il est important de prendre en compte l'opinion justement qui vient de ces salons et les théories philosophiques. Cependant, à ce moment-là, le reste de la population est considéré comme irrationnel, comme étant peu éduqué, et il n'y a donc pas nécessaire de prendre en compte son avis. On s'intéresse plus à justifier donc les décisions du pouvoir politique par rapport, comme j'ai dit, à des théories philosophiques et à l'opinion du coup des philosophes. Donc voilà, 18e siècle, l'opinion publique commence à apparaître et à avoir une légitimité qui lui permet d'influencer les décisions du pouvoir politique, mais elle reste quand même limitée. Passons à la suite. Et on va voir comment cette idée justement d'opinion publique s'est progressivement démocratisée pour représenter de moins en moins l'opinion d'une élite intellectuelle. Ce processus de démocratisation, il a lieu notamment au cours du 19e siècle. On peut citer différents événements qui vont conduire à changer cette conception de l'opinion publique. D'un côté, vous avez les progrès technologiques, notamment en ce qui concerne tout ce qui est technologie de la communication, diffusion de la presse, qui permet de toucher de plus en plus de personnes. Au lieu d'être réservé à une certaine élite, de plus en plus de personnes sont au courant des événements nationaux et peuvent du coup formuler une opinion sur ces événements. À côté de ça, vous avez aussi l'extension du droit de vote et, par exemple, en France, l'adoption du suffrage universel masculin en 1848. Alors, cependant, si le suffrage universel masculin est adopté en 1848, il subira des limitations au moins jusqu'en 1870, puisque entre 1952 et 1870, on est sur la période du Second Empire, et un empire, c'est pas vraiment démocratique. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse historique, c'est pas forcément très important de la noter dans un cours de SES. Donc, dans le cadre de l'extension du droit de vote et par exemple de l'adoption du suffrage universel masculin, car en effet il faudra attendre 1944 pour que les femmes aient accès au droit de vote en France, cette idée d'opinion publique commence à se démocratiser. Non seulement vous avez de plus en plus de personnes qui sont au courant des événements nationaux et qui peuvent donc avoir une opinion sur ces événements, mais en plus leur opinion compte, puisque ces personnes s'expriment, en tout cas ces hommes s'expriment dans le cadre des élections. Et que pour obtenir le pouvoir politique, les responsables politiques doivent maintenant obtenir le soutien d'une majorité de la population. On arrive alors à une conception de l'opinion publique qui est plus proche de celle qu'on a aujourd'hui, puisque cette idée que l'opinion publique, c'est l'opinion de la majorité de la population et que pour gouverner, il faut avoir le soutien d'une majorité de la population. Néanmoins, gardez quand même en tête cette idée que l'opinion publique a d'abord été conçue comme l'opinion d'une élite intellectuelle qui s'exprimait au nom d'une majorité qui n'était peu éduquée, et que cette élite était plus éduquée, savait mieux que la population et pouvait donc s'exprimer en son nom. Car c'est un peu ce fondement en fait qu'on retrouve lorsque les médias affirment représenter l'opinion publique, lorsque notamment des éditorialistes débattent des mesures politiques. Quelle est leur légitimité? Finalement, ils n'ont pas été élus, ils ne sont pas soutenus par une majorité de la population. À aucun moment on se dit que tel ou tel éditorialiste est plus légitime parce qu'il est lu, vu par une majorité de lecteurs ou de lectrices, de téléspectateurs ou de téléspectatrices, ou d'éditrices pour les personnes qui sont à la radio. Non, là ce qui compte c'est simplement avoir une opinion réfléchie, argumentée, et pouvoir justement la défendre, mais sans autre légitimité que son intellect. Donc cette idée justement assez élitiste de l'opinion publique, elle n'est même aujourd'hui pas totalement morte et pas totalement disparue de nos sociétés contemporaines. Voilà, c'était une petite parenthèse, une petite nuance sur laquelle je vais conclure cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée.